unités territoriales de la police nationale, notamment les commissariats de police et les unités territoriales de la gendarmerie nationale, que sont les brigades territoriales, compagnies, groupements régionaux. La deuxième catégorie regroupe les unités mobiles ou compagnies républicaines de la police nationale et les unités d'intervention de la gendarmerie nationale, notamment les pelotons, escadrons et groupements d'intervention. La troisième catégorie, quant à elle, comporte les unités d'intervention des forces armées togolaises, notamment l'armée de terre, de l'air et la marine nationale. Cette catégorisation répond à la mise en œuvre du principe de l'usage proportionné et graduel de la force. Et l'engagement de ces différentes forces au maintien de l'ordre est subordonné à la réquisition de l'autorité civile compétente. Le maintien et le rétablissement de l'ordre se font par l'utilisation des moyens conventionnels et non avec des armes létales comme cela a été affirmé ici, notamment les grenades, les canons à eau et parfois les fusils à pompe tirant des balles en caoutchouc dont l'objectif est de pouvoir maîtriser l'honneur et non de donner la mort. Dans certains cas particuliers, comme ceux de Mango, Glédapon et tout récemment à Sokodé et à Lomé, les forces de troisième catégorie ont été requises par l'autorité compétente pour assurer la défense des points sensibles afin de dégager les effectifs nécessaires des forces de l'ordre pour gérer les manifestations et maintenir l'ordre public. Les incidents enregistrés dans ces circonstances ont été occasionnés par le comportement des manifestants qui se sont attaqués à ces militaires dans l'exercice de leurs fonctions et certains ont même réussi à emporter des armes que ces derniers détenaient. Au total, un commissaire de police a été lynché à mort, 2 militaires ont été égorgés et sauvagement décapités, un commissariat de police a été attaqué et détruit, des armes et des munitions ont été emportées par des manifestants, etc. Qu'il s'agisse des cas dont nous venons de parler ou de ceux dans lesquels les nommés Idrissou, Moufidou, Diakondo, Namayou et autres ont trouvé la mort, les enquêtes ouvertes avancent difficilement en raison du fait, premièrement, qu'aucun suspect n'a été identifié et deuxièmement, que les premiers éléments indiquent que ces morts ont été occasionnés par des chevrotines. Donc c'est des billes qui sont tirées par des fusils à chasse de chasse dans le contexte togolais où la population peut être autorisée à détenir ces fusils. À cela s'ajoute aussi la présence des armes réelles de guerre au sein des manifestants, ne sachant pas forcément le maniement des armes, mais qui les ont arrachées aux forces de défense et de sécurité dans les circonstances mentionnées plus haut. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les autres décès pour causes diverses, Urokao, Fatao Tchabouni, Ali Sera, Ziledine, l'ont été à la suite d'actes de torture. Par exemple, 2 individus morts noyés à Mango, dans un fleuve qu'ils tentaient de traverser un jour où il n'y a pas eu de manifestation, ont été présentés par les organisations de défense des droits de l'homme comme étant décédés lors de la répression d'une manifestation politique. Il en est de même pour un asthmatique décédé à Sokodé des suites de sa maladie. Dans le même sens, concernant la mort de Ali Sera Ziledine à Bafelo le 13 avril 2019, celle-ci est intervenue à l'hôpital où il était évacué pour des soins à la suite de sa chute au cours de la course qu'il a entamée au moment de la dispersion de la manifestation. Un autre exemple poignant est la saisine du comité des disparitions forcées par le collectif des associations contre l'impunité au Togo, Kassit, concernant des allégations de torture suivies de la disparition de 2 frères, Adi Adjou et Adi Kokoumessa, après avoir été embarqués en même temps que leur moto dans un véhicule de police à la suite de la manifestation de l'opposition du 19 octobre 2017. Saisi par le comité des disparitions forcées, le gouvernement togolais a fait ouvrir une enquête judiciaire par le parquet de Lomé. Cette enquête a permis d'établir que cette affaire a été montée de toutes pièces pour obtenir des faveurs auprès de la communauté internationale, puisque l'un des présumés disparus est décédé depuis 2014 et le second a simplement changé d'identité pour prendre une nouvelle identité. Concernant le cas de Mme Cécile, présentée comme ayant été rouée de coups et traînée par terre, jusque dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, il faut relever qu'il s'agissait d'une manifestation de l'opposition qui s'était bien déroulée ce 7 septembre 2017. Mais à la fin de la manifestation, au lieu de rejoindre leur domicile,
les manifestants ont choisi d'occuper le rond-point de la colonne de la paix sur l'artère principale de la ville de Lomé. Quand bien même cette occupation n'a pas fait l'objet de déclarations préalables, ils sont restés à cet endroit jusqu'à tard dans la nuit, conformément à l'article 17 de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 précité, qui dispose que les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant 6 h du matin et au-delà de 22 h. L'autorité administrative compétente a requis les forces de l'ordre et de sécurité pour disperser ces manifestants. La bousculade engendrée par cette situation a occasionné des blessures à certains manifestants. Plusieurs interpellations ont été faites, dont Mme Cécile. Cependant, au nom de l'apaisement, le gouvernement a fait libérer toutes les personnes interpellées le jour suivant, 8 septembre 2017, au matin. Il s'agissait d'une rafle plutôt que de l'interpellation de la susdite dame par une dizaine de policiers, comme cela a été mentionné par le premier rapporteur. Dans cette affaire, aucune plainte formelle n'a été portée à la connaissance de la hiérarchie policière. C'est le lieu de signaler que certains de nos compatriotes, par ignorance ou à dessein, se contentent de saisir les organisations de défense des droits de l'homme sans pour autant déposer une plainte formelle devant l'autorité judiciaire compétente, ce qui n'est pas de nature à permettre à l'État de prendre les mesures qui s'imposent. Nous appelons donc la collaboration à tous les niveaux des dites organisations dans la sensibilisation et l'éducation de nos populations. Ces exemples distingués membres du comité illustrent bien le contexte national de notre pays. Pour servir des intérêts politiques, les citoyens n'hésitent pas à monter des faits ou à les peindre autrement pour des objectifs inavoués. Pour ce qui est du cas de la manifestation contre la hausse du prix du carburant ayant occasionné un mort par balle, il faut relever qu'il s'agissait d'une manifestation spontanée qui a débuté très tôt le matin. Les forces de défense présentes sur un checkpoint qu'elles s'apprêtaient à replier ont été envahies par les manifestants. Et c'est dans ces circonstances que l'incident s'est produit. Des sanctions disciplinaires ont été prises contre l'intéressé qui a été également relevé de sa fonction. Le gouvernement a procédé à l'indemnisation de la famille ainsi que la prise en charge des enfants du défunt pour leur scolarité. Au-delà de tout, lorsque des cas avérés d'usage excessif de la force sont portés à la connaissance de la hiérarchie, des mesures sont immédiatement prises pour sanctionner. Et c'est l'exemple le 28 décembre 2017 d'un policier qui a fait usage excessif de la force au cours d'une interpellation dans le cadre d'une manifestation qui a dégénéré et où certains manifestants se livraient à des actes de destruction et de pillage. Ayant été identifié, ce dernier a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, c'est-à-dire la prison régimentaire. Et cette sanction a été rendue publique lors d'une conférence de presse tenue le 19 janvier 2018. En outre, face à l'extrême violence qui a caractérisé les différentes manifestations depuis le 19 août 2017, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures avec l'appui du PNUD, de l'UNREC, du CICR, de la Fondation Hanseden et d'autres partenaires techniques au plan national pour permettre le bon déroulement des manifestations et protéger l'intégrité physique et morale des manifestants, notamment la formation des forces de l'ordre et de sécurité, la sensibilisation, des réunions d'échange, des ateliers et séminaires. Il y a des informations sur toutes ces activités sont disponibles et on pourra les partager. Toutes ces mesures ont permis de baisser sensiblement la violence lors des manifestations, dont la plupart se sont déroulées sans heurts. Je voudrais, pour terminer, aborder le dernier point sur le principe de non-refoulement en ce qui concerne le cas des Bissau-Guinéens. Et sur ce cas, le cas des Équato-Guinéens. Et sur ce cas, il faut reconnaître qu'ils étaient de passage à Lomé et ils ont été interpellés le 18 septembre 2018 et remis aux autorités équato-guinéennes. Cependant, il convient de souligner que ces derniers n'ont aucunement demandé un quelconque asile au Togo pour être refoulés. Ils étaient arrivés normalement à Lomé pour tenir une activité politique dans le cadre de leur parti. Et c'est en exécution d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités équato-guinéennes que le Togo a procédé à leur arrestation et à leur remise de police à police aux autorités requérantes. Les autorités togolaises, en gros, n'étaient pas en mesure d'apprécier les risques de torture en Guinée équatoriale ainsi que les conditions de détention et de jugement. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Pour le point suivant, nous passons la parole à
au commandant médecin Mouzou, qui est là pour des éléments sur la formation et le respect des garanties citoyennes. Merci, Monsieur le ministre, distingués membres du comité. Mon intervention sera structurée sur 2 points. Le premier point concerne la formation des forces de défense et de sécurité, notamment les programmes, les contenus, la prise en compte des outils internationaux, la formation extérieure et l'évaluation de l'impact de ces formations sur la lutte contre la torture. Il faut noter que les forces de défense et de sécurité tout au long de leur carrière reçoivent une formation qui prend en compte aussi bien la législation nationale que les standards internationaux dans les différentes spécialités. Ces acquis sont renforcés par la coopération internationale bilatérale qui permet d'envoyer les stagiaires dans d'autres pays pour la formation initiale et celle continue, permettant ainsi un partage d'expérience. Outre les modules purement militaires, la formation de toutes les forces de défense et de sécurité inclut le droit international humanitaire et les corollaires qui visent à poser des interdictions ou créer des obligations à la charge des agents. Cette formation est dispensée dans les écoles d'officiers, de sous-officiers de police, de gendarmerie, au Centre national d'instruction et au cours de tous les stages. Les modules suivants sont également enseignés, notamment la protection des civils, la lutte contre les exploitations et abus sexuels, les violences sexuelles, la lutte contre le trafic et des êtres humains, l'interdiction de la torture, la répression des infractions au droit international humanitaire et le maintien de l'ordre public. Concernant le maintien de l'ordre public, ce module a été introduit dans la formation des forces de défense et de sécurité à partir de 2005 pour permettre de faire face aux mouvements de foule. Pour la formation en police judiciaire, incluant tous les aspects du droit pénal et de la procédure pénale, y compris la répression de la torture et autres traitements cruels, elle est dispensée à tous les policiers et gendarmes. Concernant les formations et les chiffres mentionnés dans le rapport national, il faut noter qu'il s'agit des formations spécifiques, des ateliers ou séminaires organisés avec l'appui des partenaires techniques et financiers dans le cadre du recyclage de nos forces. Ces formations sont essentiellement animées par des experts de l'UREC, du CICR et de la Fondation Enseigne. En définitive, nous pouvons affirmer que toutes les forces de défense et de sécurité sont formées et sensibilisées sur la prévention de la torture. Néanmoins, au regard des départs à la retraite et des nouveaux recrutements, des efforts se poursuivent avec l'aide des partenaires pour poursuivre autant que faire se peut la sensibilisation des forces sur le sujet. Par ailleurs, depuis la création du Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, en février 2009, une formation près de déploiement des forces de nos troupes aux opérations de maintien de la paix prend en compte également ce module. Chaque année, environ 300 agents des forces de sécurité et de défense reçoivent également cette formation dans le centre. Concernant le domaine de la coopération internationale en matière de formation, celle-ci se fait dans le cadre des accords de coopération bilatérale. Suivant des programmes, la durée de la formation et les pays, les agents des forces de sécurité et de défense sont trimestriellement, semestriellement ou annuellement envoyés en France, en Italie, en Allemagne, en Chine, aux USA, à Madagascar, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Cameroun. Et à cela s'ajoutent des séminaires organisés dans les pays tiers auxquels nos agents participent lorsqu'ils sont invités. En moyenne, plus d'une centaine d'agents sont formés par an dans le cadre de cette coopération. Pour les médecins militaires en dehors de la formation reçue à la faculté des sciences de la santé qui porte sur la médecine légale, ils reçoivent également une formation médico-militaire dont un module est dédié exclusivement aux expertises médico-légales qui prend en compte les principes du protocole d'Istanbul. Concernant l'impact de cette formation, l'évolution de notre pays au regard de son histoire permet d'affirmer sans exagération qu'il y a une avancée significative dans le domaine des droits de l'homme en général et de la lutte contre la torture en particulier. Mon deuxième point porte sur le respect des garanties procédurales, le dysfonctionnement dans la tenue d'un registre de détention, la durée de garde à vue et la prolongation et la visite médicale au stade de l'enquête préliminaire. Quant à ce qui concerne les garanties procédurales, ils sont diversement respectés au stade de l'enquête préliminaire tel que indiqué dans le rapport national. Concernant le cas particulier de la garde à vue, le code de procédure pénale fait obligation aux officiers de police judiciaire de mentionner dans les procès-verbaux le début et la fin de la garde à vue, ainsi que les différentes prolongations accordées. Dans la pratique et surtout dans les juridictions de l'intérieur du pays où n'existe pas de permanence au niveau du parquet,
Lorsqu'il y a une arrestation est opérée le week-end, le procureur de la République territorialement compétent est informé par téléphone. S'il donne son accord sur la mesure de garde à vue, cette décision est régularisée par écrit dès le premier jour ouvrable suivant. Les dispositions actuellement prises par le gouvernement, notamment l'aide juridictionnelle et le nouveau code de procédure pénale, permettront de relever ces défis. Pour l'heure, l'inspection générale des services de sécurité et les inspections de la police et de la gendarmerie sont mises à contribution pour s'assurer du respect des règles de déontologie, des procédures et des droits de l'homme par les divers services et les administrations concernées. Tel que annoncé dans la déclaration liminaire de notre délégation, les contrôles programmés et des visites inopinées, ainsi que des missions d'inspection conjointes de l'inspection générale des services de sécurité et l'inspection générale des services judiciaires sont accrues pour vérifier l'état de la détention et le professionnalisme des services. Je vous remercie, monsieur. Merci. Nous passons maintenant la parole au magistrat Idriss Ouattara pour vous présenter les questions relatives à la justice. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, 14 points vont faire l'objet des éléments de réponse que nous avons apportés et, comme a dit le ministre, tous ces éléments sont relatifs à la justice dans son ensemble. Le premier point concerne les visites payantes dans les prisons. D'une manière générale, les visites sont accordées à toute personne étrangère à la prison. Toutefois, pour couvrir certaines dépenses de l'administration, il est instauré un paiement forfaitaire de 200 francs CFA pour rendre visite à un détenu. Les détenteurs d'un permis de communiquer sont dispensés de ces frais, il en est de même pour les avocats. Le second point était relatif à la séparation des détenus, hommes, femmes et mineurs. Il existe une séparation catégorielle entre hommes, femmes et mineurs dans nos centres pénitentiaires. En dehors de la prison civile de Lomé, où il existe une brigade pour mineurs, qui est un cadre différent et distant de la prison, dans toutes les autres prisons, il n'existe pas de quartier pour mineurs logés dans la même enceinte que les quartiers des adultes. Les détenus préventifs et les condamnés partagent la même cour dans toutes les prisons, à l'exception de celle de Paris, qui répond aux normes internationales et où la séparation des différentes catégories est effective. Pour ce qui concerne les statistiques pénitentiaires, au 1er juillet 2019, nous dénombrons 5232 détenus dans les 13 prisons du Togo et à la brigade pour mineurs. Et un tableau des effectifs est disponible qui peut être consulté à tout moment. Et le taux d'occupation à cette date-là est de 182%. Pour ce qui est relatif à la gestion informatisée des prisons, nous pouvons dire que depuis 2012, une application permettant à l'administration pénitentiaire de gérer de façon efficace et plus élevée les flux des détenus, notamment leur nombre, la durée de la détention, le suivi des dossiers, les statistiques, a été développée. Cette application a été améliorée et tient compte de nouvelles fonctionnalités, notamment le nombre de visites à chaque détenu, la détention hors délai, la visibilité des alertes, l'harmonisation des infractions et inculpations sur toute l'étendue du territoire national. Il en est de même de sa conformité avec d'autres applications qui ont été développées au ministère, notamment l'application sur le casier judiciaire, les condamnations et la chaîne pénale. Par rapport à l'assainissement, à l'eau, à l'accès à l'eau potable, la prise en charge médicale des prisonniers, nous pouvons dire que des appels à proposition lancés dans le cadre du programme d'appui au secteur de la justice PSJ et en cours ont permis d'entreprendre des activités sur les volets assainissement, réinsertion, santé et nutrition dans les 13 prisons. Ces activités ont été possibles grâce à l'appui de l'Union européenne à travers une convention signée avec l'État togolais. Quelques réalisations concrètes sont susceptibles de vérification. 3 forages ont été réalisés dans 3 prisons qui connaissent des coupures fréquentes d'eau. Il y a l'existence d'un registre médical dans toutes les infirmeries de nos prisons civiles. Des travaux d'assainissement sont actuellement en cours dans toutes les prisons et à la brigade pour mineurs. Ces travaux consistent en des curages et construction de fosses septiques, vidange et réhabilitation des fosses septiques et puisards et l'installation de nouvelles canalisations. Pour ce qui est relatif aux conditions de détention des mineurs en conflit avec la loi, nous pouvons dire qu'un centre d'accueil des mineurs en conflit avec la loi et les enfants en difficulté est actuellement en construction à Lomé. Ce centre très aéré constitue un complexe où les logements, les aires de jeu, la séparation des filles et des garçons et
les ateliers de formation professionnelle est très distincte. À Kara, un autre centre a été réhabilité et aménagé pour recevoir les enfants en conflit avec la loi. Il s'agit du centre Don Bosco. Pour ce qui est des décès en détention, nous pouvons rappeler que de 2012 à 2015, les statistiques enregistrées ont démontré qu'il y avait 157 cas de décès avec les causes ordinaires. Et pendant la période 2016 à fin 2019, il a été dénombré 108 cas de décès et tous sont de sexe masculin avec les mêmes causes. Mais pour ce qui concerne les 14 cas de décès enregistrés en 2013 au Cameroun, nous pouvons dire que chaque cas de décès d'un détenu, qu'il soit surveillé dans l'enceinte d'une prison ou dans un centre de santé, fait systématiquement l'objet d'un examen du corps par le médecin traitant ou le médecin légiste pour déterminer la cause de la mort. C'est une formalité obligatoire qui est remplie en accord avec les parents. Toute mort révélée suspecte fait systématiquement l'objet d'une enquête pour déterminer les circonstances et la cause de celle-ci. En ce qui concerne les abus sexuels des femmes dans les prisons, nous n'avons pas connaissance de ce genre de fait dans les centres pénitentiaires. Pour ce qui concerne la gestion dans la pratique de la détention préventive, nous sommes conscients de ce que dans nos prisons, le taux de détention préventive est plus élevé que celui des condamnations. Donc 62,29% contre 37,71%. La détention préventive longue s'explique par plusieurs raisons. Il y a l'augmentation exponentielle de la criminalité ces dernières années dans notre pays. À titre d'exemple, en 2012, nous avons eu 3728 contre aujourd'hui un effectif de 5232. Il y a l'absence de la réinsertion qui favorise la récidive. Il y a le nombre insuffisant des magistrats qui fait que ces derniers sont submergés, surtout lorsque l'on se réfère au cabinet d'instruction où il arrive que des juges aient plus de 500 dossiers et chacun à sa charge. Actuellement, nous pouvons dire que nous comptons 241 magistrats, dont 33 femmes et 208 hommes, qui sont tous en fonction sur toutes les années du territoire national. Pour relever le défi de l'insuffisance des magistrats, des concours de recrutement sont correctement organisés, dont le dernier en date a été lancé en mai 2019 pour le recrutement de 20 auditeurs de justice. Les résultats sont attendus dans les semaines à venir. Pour ce qui est de l'indépendance de la magistrature, il faut reconnaître que le Conseil supérieur de la magistrature est en pleine réforme actuellement et il s'agit fondamentalement de conforter la moralité, la déontologie et l'éthique des magistrats. La corruption et tous autres comportements indélicats des magistrats ont fait l'objet de poursuites devant le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Donc des sanctions ont été infligées à 13 magistrats, sanctions relatives à l'avertissement, à la mutation ou à la radiation. 2 procédures sont actuellement en cours dans ce sens-là. Pour ce qui est du budget de l'administration pénitentiaire, il y a lieu de rappeler, comme vous le savez, que depuis 2015, il n'y a pas eu une évolution. Mais depuis cette période aussi, les effectifs sont en constante augmentation. C'est pourquoi, pour pallier ce contraste-là, et en ce qui concerne l'alimentation, il a été autorisé aux détenus, pour ceux qui le veulent, de faire leur propre cuisine à l'intérieur de la prison. Et ceux qui ont la possibilité aussi peuvent le compléter en faisant amener la nourriture de l'extérieur. Par ailleurs, il a été observé ici, le 26 passé, qu'un détenu dispose de 3 533 francs par an pour son alimentation. Nous portons humblement un rectificatif pour dire que ce montant est de 57 340 francs sur la base de 300 millions pour 5 232 détenus. En tout état de cause, pour l'année 2020, la planification budgétaire est de 600 millions, mais en amont, nous sommes conscients qu'il faudra régler le problème de la surpopulation carcérale qui va permettre de fournir au moins 2 repas par détenu. En ce qui concerne la politique de réinsertion, un projet est actuellement en cours. Et dans la pratique, des ateliers de formation sont créés dans certaines prisons. Il s'agit des ateliers de couture,
pour hommes et femmes, coiffure hommes et femmes, de vannerie, de sculpture, de cordonnerie, de menuiserie, de tissage, etc. Nous avons signé un partenariat avec la Chambre régionale des métiers de Lomé, commune, pour présenter la première base de candidats à l'examen du certificat de fin d'apprentissage en septembre prochain, avec la prison civile de Lomé comme centre d'examen. Nos objectifs sont de divers ordres. Pour ce faire, nous voulons préparer psychologiquement les détenus pendant leur temps de détention. Nous voulons les encourager ces personnes qui apprennent en prison en les proposant à la libération conditionnelle. Nous voulons les accompagner dans l'insertion professionnelle dans leur communauté et de ce fait limiter la récidive, et tout ceci aura un impact sur la surpopulation carcérale. Pour ce qui est de la construction de nouvelles prisons, nous savons tous que la prison civile de Parimé a été rendue opérationnelle en septembre 2016 et d'autres ont connu des réhabilitations, notamment celle de Tapaon, de Bassa et d'Anéro. Le gouvernement a mis en réflexion la conception et la mise en œuvre d'un programme d'amélioration des infrastructures pénitentiaires qui résoudrait ainsi la question récurrente de la surpopulation carcérale par l'agrandissement des capacités d'accueil et les conditions humaines sanitaires qui y sont nécessairement inhérentes. Ces constructions nécessitant beaucoup de moyens, il s'avère nécessaire de faire une programmation à ce défi. En ce qui concerne l'accès aux lieux de détention par la société civile, nous voulons rappeler que la prison est un milieu spécifique dont l'accès doit être contrôlé. Et tout partenaire de la société civile qui remplit les formalités administratives conséquentes est autorisé à avoir accès à une prison. Nous avons des partenariats avec certaines structures, notamment le CICR, qui n'a pas besoin de demande formelle pour visiter telle ou telle prison. La Commission nationale des droits de l'homme, dans sa mission de mécanisme national de prévention, fait aussi des visites inopinées dans les prisons, à l'instar de l'inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires pour contrôler le fonctionnement de toutes les prisons, constater les irrégularités, les relever et en faire un rapport au garde des Sceaux. Moi, abordant le dernier point par rapport aux plaintes pour actes de torture, nous pouvons dire que depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 2015 au parquet de Parimé, une plainte a été déposée de façon formelle sur les actes de torture suite aux événements survenus à la prison civile de Parimé alors en 2018 et où un détenu a trouvé malheureusement la mort. Le dossier est actuellement au cabinet du juge d'instruction de cette juridiction. Les principaux actes ont été posés et le juge attend le retour des différentes commissions rogatoires pour procéder à la transmission des pièces au procureur général. C'est d'ailleurs à cet effet que le Premier ministre, lors de la présentation de la déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale le 25 janvier 2019, a insisté sur les mesures rigoureuses devant être prises contre tout auteur de torture ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. Une plainte a été déposée, a été enregistrée au parquet de Lomé en 2017. Au reçu de celle-ci, le procureur de la République, près le tribunal de Lomé, a fait un soin transmis au directeur général de la gendarmerie pour enquête. Quelques jours après, ce dernier lui a à son tour fait parvenir en réponse à son courrier copie d'une enquête administrative qu'il a fait diligenter dès qu'il a pris connaissance des allégations du journaliste Avotor Possi Robert se plaignant de torture et dont le commandant de brigade de gendarmerie de Sagado et ses collaborateurs seraient auteurs. Le rapport conclut que l'enquête administrative n'a révélé aucune trace de bavure policière susceptible d'engager la responsabilité de la gendarmerie. Une autre plainte avait été préalablement déposée en 2016, plainte qui a fait l'objet d'un soin transmis pour l'ouverture d'une enquête à la direction centrale de la police judiciaire de CPJ. Celle-ci a établi un procès verbal d'enquête préliminaire de renseignement judiciaire. L'étude de ce procès verbal a permis de retenir le délit de menace contre les auteurs. Le dossier a donc été enrôlé en citation directe et les mises en cause ont été jugées et condamnées à une peine d'amende de 500 000 francs CFA chacun par la deuxième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de première classe de Lomé en son audience du 16 avril 2018. Comme nous pouvons le constater, les autorités judiciaires ne sont pas restées insensibles
face aux différentes plaintes qui ont été déposées dans les différentes juridictions. Chacune de ces plaintes est examinée et il en ressort que la plupart ne concernent pas la torture étant donné que les conditions ne sont pas réunies. Il se pose ainsi un problème de qualification des faits objets de torture. Les magistrats du parquet s'attellent ardemment à cet effet afin que toutes les plaintes enregistrées puissent aboutir dans le respect des droits des citoyens. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci. Monsieur l'ambassadeur Johnson. Merci, monsieur le ministre, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres de ce comité. Mon intervention va poursuivre sur la question de torture, notamment les plaintes contre l'État togolais relatives aux allégations de 16 cas de torture. Ensuite, j'aborderai l'aide juridictionnelle, l'annuaire statistique des activités judiciaires, la formation des magistrats et du personnel sur l'interdiction de la torture, le code de procédure pénale et enfin le respect des règles minima pour le traitement des détenus. Le premier point, donc, les plaintes du CACIT contre l'État togolais relatives aux allégations de 16 cas de torture entre juillet et septembre 2018. Sur cette question, il y a lieu d'apporter quelques clarifications au regard des questions soulevées sur le sujet par le premier rapporteur, M. Tuzé. D'abord, la délégation a reçu à sa propre demande de la part du CACIT et uniquement 7 documents qui font office de dépôt de plainte au regard de la question de la torture. Donc, en fait, suite à nos recherches, nous n'avons reçu que notre demande au CACIT, nous n'avons reçu que 7 dépôts de plainte, en réalité, sur les 16 allégués. Ensuite, il apparaît que le parquet n'avait pas connaissance du dépôt de ces plaintes. Suite aux recherches suscitées auprès des services judiciaires, il apparaît également que, globalement, les règles qui président au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, telles que prévues par les dispositions de l'article 71 du Code de procédure pénale, y compris un certain nombre de formalités précises à accomplir, n'ont pas été respectées. Nous n'avons connaissance d'aucun document qui attesterait que le suivi est régulièrement fait par la personne ayant déposé les dossiers concernant ces signalements. Ce suivi aurait sans doute permis de corriger les irrégularités conservées et permis au parquet de s'en saisir. Dans ce cas, l'action publique n'a évidemment pas encore pu être mise en mouvement sur les dites allégations de torture. Sur la base de ce qui précède, et bien entendu, concernant d'autres cas qui ont été soulevés par mon prédécesseur, on se rappelle également du cas des prétendues disparitions forcées des frères Adji et Kokou Vincent. Il importe de souligner que le gouvernement reste engagé à faire la lumière sur les allégations de torture qui sont portées à sa connaissance. Néanmoins, la crédibilité des faits et la rigueur de l'examen des informations qui doivent être portées à sa connaissance doivent être faites dans les garanties qui permettent de retrouver la vérité, d'avoir la vérité. L'on doit veiller à ce que le réflexe de la dénonciation ne l'emporte pas sur le professionnalisme. En faisant autrement, l'on prend le risque d'alimenter soi-même le sentiment dit d'impunité généralisé qui est souvent évoqué. Mon deuxième point porte sur l'aide juridictionnelle. Le Togo dispose d'un cadre juridique qui réglemente l'aide juridictionnelle. Il s'agit de la loi du 24 mai 2013. Pour la rendre plus pragmatique et plus facile d'application, en vue d'apporter un soutien à l'accès de la justice, à l'accès à la justice, une modification de cette loi est en cours.
L'aide juridictionnelle n'étant pas encore effective, les initiatives ont été prises pour combler ce vide. On peut citer les actions du barreau qui a régulièrement organisé des caravanes de droits de l'homme et des tours pénaux pour assister gratuitement les justiciables indigents. D'autres acteurs de la société civile exécutent des projets d'assistance gratuite. À titre d'exemple, nous pouvons citer l'Union chrétienne des jeunes gens, UCJG et Prison d'Hélice. Troisième point concernant l'annuaire statistique des activités judiciaires. Le ministère de la Justice dispose d'un annuaire statistique qui est un outil de collecte des informations aussi bien judiciaires que pénitentiaires du département. Deux annuaires sont actuellement disponibles. Le premier a été établi à titre pilote et couvre une période entre 2015 et 2016. Le deuxième couvre la période 2016-2017. Elle sera, ce deuxième document, ce deuxième annuaire sera publié à la fin de cette année. Pour s'approprier ce mécanisme de collecte, deux ateliers de sensibilisation et de formation ont été organisés en 2017 pour les agents de collecte, notamment les greffiers en chef, les chefs de secrétariat et de parquet, les greffiers d'instruction, les régisseurs et greffiers de prison. En 2016, un atelier de sensibilisation des chefs de juridiction, présidents et procureurs, relatif à l'importance des statistiques judiciaires a été organisé. Il a permis à ces derniers de s'approprier l'outil et de pouvoir faire le suivi lors de la collecte d'informations dans leurs juridictions respectives. En avril 2019, un séminaire a été organisé avec l'appui financier du programme d'appui au secteur de la justice en vue de l'harmonisation de tous les registres utilisés, aussi bien au niveau des juridictions que des prisons. Au sujet de la formation des magistrats et du personnel de justice sur l'interdiction de la torture, on peut dire que dans le cadre de la vulgarisation du nouveau code pénal, des sessions de formation ont été organisées à l'intention des magistrats en 2017. Ces sessions avaient pour objectif principal de permettre aux 160 magistrats concernés de s'approprier la thématique de torture et ses différents contours. Les agents pénitentiaires, 95 au total, ont aussi bénéficié de 2 formations continues sur le respect des droits humains en milieu carcéral entre 2017 et 2018. Par ailleurs, 2 nouvelles formations sont prévues d'ici octobre 2019 en partenariat avec le CACIT. Ces formations dispensées aux magistrats et aux agents pénitentiaires ont l'avantage de leur fournir les moyens nécessaires pour un meilleur respect des droits des détenus. Point 5, à propos du Code de procédure pénale. L'adoption de la loi établissant une nouvelle organisation judiciaire plus moderne et plus accessible, qui renforce la spécialisation, l'indépendance de la justice et l'accès équitable à une justice de proximité, a été adoptée en Conseil des ministres début juillet 2019 et sera votée par l'Assemblée nationale très prochainement. Il s'agit désormais d'un préalable à l'adoption du Code de procédure pénale pour lui permettre de prendre en compte toutes les mesures nécessaires conformément à la nouvelle loi relative à l'organisation judiciaire. Enfin, s'agissant du respect des règles minimales pour le traitement des détenus, on peut dire qu'en 2017, les agents pénitentiaires, régisseurs, surveillants en chef et surveillants en chef adjoint ont été formés sur les droits humains en milieu carcéral et à travers un atelier organisé au Centre de formation des professions de justice. Cette rencontre avait permis aux participants de s'approprier les droits et les devoirs des détenus afin de mieux les encadrer. Au cours de cet atelier, il a été aussi adopté un document dénommé les conditions de séjour
et la discipline des détenus qui fait provisoirement office de règlement intérieur. Ce document comporte toutes les informations qui sont portées à la connaissance du détenu sur sa détention dès son entrée et son séjour carcéral. En outre, aussi bien à la brigade pour mineurs que dans certaines prisons, des activités récréatives, sportives et de formation étaient initiées ces dernières années pour permettre non seulement l'épanouissement des détenus, mais pour aussi leur éviter le stress de tous les jours. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, Madame Vincent, sur la même thématique. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, distingués membres du comité, mon intervention portera sur l'état de la pratique en ce qui concerne les garanties procédurales au niveau du parquet et les mesures alternatives à l'emprisonnement. Lorsqu'une personne est déférée au parquet, les droits dont il peut bénéficier sont portés à sa connaissance, notamment le droit de consulter un avocat, de se faire examiner par un médecin de son choix et de communiquer avec une personne de sa famille ou un proche pour les nationaux, ou d'informer la représentation diplomatique de son pays d'origine pour les étrangers. Pour ce qui est du droit de consulter un avocat, l'attitude est laissée aux mises en cause de faire le choix de son avocat dans la mesure où les honoraires de celui-ci lui incombent. Il en est informé depuis l'enquête préliminaire. S'agissant du droit à un examen médical, le prévenu, une fois admis à la prison et après avoir rempli les formalités administratives, est examiné par le personnel médical de la prison ou celui de son choix. Concernant le droit d'informer tout parent ou proche du détenu, il existe des cabines téléphoniques à cet effet. Pour les étrangers, le régisseur de la prison informe par écrit la représentation diplomatique du pays d'origine. Toutes ces garanties sont prévues dans l'avant-projet du Code de procédure pénale aux articles 80 à 98. On peut toutefois noter par ailleurs que la communication avec l'extérieur est assurée depuis 2016 à tous les détenus et dans toutes les prisons du pays. L'administration pénitentiaire achemine régulièrement toutes les correspondances des détenus aux juges en charge de leur dossier. Des clubs juridiques sont aussi mis en place dans les prisons en vue de favoriser toute assistance aux détenus. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci. Peut-être à titre de complément et avant de passer la parole aux autres membres de la délégation sur les thématiques précises sur les droits de l'homme, quelques commentaires de ma part. Le premier commentaire porterait probablement sur la question des allégations, telles que l'a soulevé entre monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, sur les preuves des dépôts de plainte. Pensons que soit par ignorance, effectivement, les compatriotes vont s'adresser systématiquement aux organisations de la société civile plutôt qu'aux juridictions qui sont concernées, mais aussi parfois le traitement qui en est fait par ces organisations de la société civile. Typiquement, le cas qui a été évoqué, les 7 cas ont été portés par le CACIT, et pour s'interroger soit sur la compétence du CACIT pour mener cette procédure, soit sur les intentions réelles. 16 plaintes ont été annoncées, la preuve de 7 se présente globalement comme suit, c'est-à-dire une page de l'instruction plus un cachet qui atteste de l'authenticité de la plainte qui a été déposée. Mais l'avocat qui a été commis est un avocat rodé du barreau du Togo pour traiter ces cas. Et donc, on ne peut pas faire la faute de ne pas faire les plaintes entre les mains du doyen du juge d'instruction conformément au code de procédure. Il a choisi d'aller le déposer auprès du greffier du 2e cabinet d'instruction. Or, typiquement dans la procédure togolaise, c'est le doyen des juges d'instruction qui reçoit la totalité des plaintes avec constitution du parti civil et qui ensuite fait la répartition de son rôle à l'intérieur des différents cabinets. Donc, sans vouloir créer une polémique autour de la question, il me semble qu'il est fondamental pour nous de pouvoir travailler ensemble sur le renforcement des capacités de nos associations de la société civile sur la réception de ce genre de situation, de sorte à ne pas créer des ambiguïtés dans les rapports du Togo dans l'accomplissement de ses obligations internationales. Il avait également soulevé la question du traitement, c'est-à-dire des conséquences que nous devions tirer en tant que pays sur la décision de la Cour de justice de la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'affaire dite de la tête à la sûreté de l'État en 2009.
en considérant que l'État avait assumé la réparation civile, c'est-à-dire les dommages et intérêts, mais qui n'était pas allé plus loin en tirant les conséquences sur la nullité des condamnations qui avaient été l'objet. Je crois que sur ce point, deux analyses possibles. La première, nous sommes en 2009, donc antérieurement à l'adoption du Code de 2015, et donc la non-rétroactivité de la loi pénale. La deuxième question porte précisément sur l'autorité des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sur les décisions rendues par les juridictions supérieures internes des États. Typiquement, lorsque la CEDEAO a prescrit, la Cour de la CEDEAO a prescrit, elle n'a prescrit que des réparations civiles. Elle n'a pas demandé de tirer des conséquences sur les condamnations qui étaient survenues. Les parties ont saisi à nouveau la Cour, qui sur ce point considérait qu'elle n'était pas compétente. Et c'est une juridiction, c'est une jurisprudence qui n'est pas nouvelle. Nous avions eu dans un domaine voisin, qui est celui des droits politiques dans notre pays, concernant ce qu'on appelait l'affaire des 9 députés. C'était la même considération où, après avoir renoncé à leur mandat par une démission qui a été constatée par la Cour constitutionnelle togolaise, les requérants ont saisi la Cour de la CEDEAO pour considérer qu'il s'agissait d'une démission en blanc qui avait été remise au chef de file de ce parti d'opposition à l'époque. La Cour a constaté effectivement que les conditions dans lesquelles ces députés avaient perdu leur siège n'étaient pas tout à fait conformes puisque les décisions étaient, les démissions étaient antérieures. Elle a condamné une fois encore l'État togolais à payer des dommages et intérêts, mais n'a pas tiré les conséquences sur leur réintégration au Parlement togolais. Quand les partis ont saisi la Cour a estimé qu'elle n'était pas compétente, une fois de plus. Et donc l'État a, dans cette affaire également, assumé sa responsabilité civile, a payé les dommages et intérêts, payé les indemnités parlementaires qui étaient dues aux députés, mais ces députés n'ont pas été intégrés. Et vous avez dans d'autres États de la sous-région la même analyse. Prenez le cas du Sénégal par exemple, dans l'affaire Ouad. Aujourd'hui, vous avez à peu près la même analyse qui a été faite. Donc globalement, en Afrique de l'Ouest, la décision de la Cour de la CEDEAO, effectivement, condamne à des réparations, mais n'engage pas notamment sur à tirer toutes les conséquences, notamment de la nullité des décisions, des condamnations qui sont survenues suite aux affaires qu'elle a connues. Voilà dans les conditions dans lesquelles les personnes dans l'affaire dite de l'atteinte à la sûreté de l'État ont été condamnées par la Cour suprême du Togo. Après l'épuisement des voies de recours, il est évident que cette décision n'est pas remise en cause. Pour ce qui concerne l'impact du programme national de modernisation de la justice sur la surpopulation carcérale, bien évidemment, le Togo fait face à un problème très sérieux dont les autorités ont conscience, c'est-à-dire que l'implosion de nos effectifs carcéraux aujourd'hui est une vraie difficulté à laquelle le gouvernement réfléchit. Le programme a amélioré le code de procédure qui a été mis en place et qui simplifie un certain nombre de procédures pénales de sorte à accélérer le traitement de ces cas. On a mis des mesures alternatives, mes collègues en parleront tout à l'heure, on en a un petit peu pour certains et on approfondiront tout à l'heure. Et on a commencé un travail sur l'amélioration de nos infrastructures pénitentiaires, c'est-à-dire leur capacité d'accueil. Mais en même temps, le Togo fait face aujourd'hui, si vous voulez, à une implosion de l'insécurité sous-régionale, qui fait que l'impact, c'est l'augmentation de la criminalité. Il y a encore 2 semaines, le ministre de la Sécurité, comme à l'accoutumée, présentait les statistiques de l'insécurité au Togo. Et on a vu que nous sommes aujourd'hui dans une courbe ascendante plutôt qu'une courbe descendante. Naturellement, l'implosion du cadre global, du contexte global d'insécurité, amène effectivement à un renforcement de la question de la détention et des procédures pénales dans ce cadre-là. Et donc, c'est un peu le système de base communicant du doigt à gauche, mais ça rentre encore à droite. Il y a une vraie réflexion là-dessus que nous sommes en train de mener, et naturellement, vos propositions sur ce plan nous aideraient à pouvoir améliorer effectivement la question de la surpopulation carcérale. Alors, la question du juge unique avait été évoquée également. C'est vrai, c'est une difficulté, mais qui fait partie du paquet d'héritage historique que le Togo a obtenu. Rappelons-nous que le code sur l'organisation judiciaire date des années 70 et qui n'est plus tout à fait en phase avec les garanties apportées par la Constitution de 92, qui elle est postérieure à l'existence de ce code. Et c'est ce qui explique d'abord qu'aujourd'hui le Togo est engagé sur l'adoption d'une nouvelle organisation judiciaire où la collégialité en matière pénale est le principe qui n'est pas susceptible de dérogation. La nouvelle organisation que nous avons communiquée au rapporteur mentionne bien que aujourd'hui le Togo va vers des tribunaux de grande instance à compétences correctionnelles et criminelles, des tribunaux d'instance à compétences civiles et correctionnelles et des tribunaux exclusivement civils. Sur les tribunaux civils, naturellement, où, selon le taux de ressort des infractions, on restera encore, le taux de compétence des infractions, on restera encore, entre des problèmes civils, on restera encore sur un juge unique en matière civile. En revanche, pour toutes les questions pénales, nous allons systématiquement vers la collégialité, donc la distinction des 3 fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement.
Donc voilà quelques commentaires que je voudrais rajouter aux explications qui sont données par mes collègues. Et avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais aborder ensuite les questions typiquement liées aux droits de l'homme. Et sur ces questions, je voudrais passer la parole à Monsieur Nartimès. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité contre la torture. Mon intervention va être consacrée à la Commission nationale des droits de l'homme, notamment les aspects liés à son indépendance, son financement, la question de la durée de son mandat et l'affaire concernant l'ancien président de la CNDH. L'article 152 de la Constitution togolaise dispose que la CNDH est une institution indépendante. Elle n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi. Aucun membre du gouvernement ou du Parlement, aucune autre personne ne s'immisce dans l'exercice de ses fonctions et tous les autres organes de l'État lui accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité. Elle jouit, je voudrais le rappeler, du statut A conformément donc au principe de Paris. La loi organique révisée relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme a été promulguée le 20 juin 2018. Au terme de son article 7, les candidatures sont libres et individuelles. Elles sont reçues par l'Assemblée nationale suite à un appel à candidature lancé par la dite Assemblée. Cette dernière procède à l'élection des membres à bulletin secret en séance plénière. Le dépouillement se fait publiquement. Les membres élus sont ensuite nommés par décret et conseil des ministres. Le gouvernement n'a donc aucune emprise sur le processus de désignation. Et à ce point, je voudrais rectifier un peu les chiffres qui ont été avancés par le professeur Touzé concernant le nombre de candidatures qui ont été reçues lors du dernier renouvellement. Au lieu de 700 candidatures, il s'agissait bien de 67 candidatures qui ont été enregistrées dans le cadre de ce processus. Et s'agissant de l'aspect de l'indépendance, de la fiabilité de ce processus, je voudrais peut-être rappeler que les candidatures qui ont été enregistrées étaient diverses, parce qu'il nous a été reproché dans cette salle de 26 qu'il y ait beaucoup de membres qui soient des agents de l'État. Contrairement à 7 qui ont été annoncés, je pense qu'après des comptes, au maximum 6 fonctionnaires, agents de l'État font partie de l'entière équipe. Et rappelez aussi que le processus tel que énoncé plus haut ne permet pas qu'on puisse retrouver une certaine intervention du gouvernement. Et donc, il y a 7 domaines de compétences qui sont exigés. Et s'il faut dépouiller les candidatures, nous avons l'Assemblée nationale, selon le procès verbal d'ailleurs qui nous a été envoyé, droit et justice, il y avait 9 candidatures, sciences humaines 10, santé 5, défense des droits de l'homme 9 et environnement 4. Donc c'est en vertu de ces candidatures-là que l'élection a eu lieu et les résultats, nous avons les résultats que nous pouvons partager avec vous suivant les nombres de voix. Toutes ces informations ressortent donc du procès verbal que nous avons eu de l'Assemblée nationale. Concernant le financement de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est vrai, la Commission nationale bénéficie d'une subvention et depuis sa création en 1987, de façon ininterrompue, cette subvention a existé et il n'y a pas eu de rupture. Alors, plutôt il y a eu d'augmentation. Si nous prenons 2014, le budget a augmenté de 12%, en 2017, il a augmenté de 5,24%. S'agissant de la durée du mandat, nous prenons note de l'observation du membre du comité, s'agissant du terme trop court des 2 ans, mais les raisons, on peut avancer quand même 2 raisons. Premièrement, le mandat trop long enferme les membres dans leur activité. Il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir faire le choix de rester ou de partir. Deuxième argumentation, ça peut être aussi stimulant, contrairement à ce qu'on a pu penser, stimulant donc d'une certaine compétitivité au sein de la commission. C'est-à-dire que quand vous avez l'obligation à chaque fois de donner des résultats, vous devez penser donc à mieux faire votre travail. Alors, l'autre aspect que nous pouvons aborder, c'est la question concernant l'affaire Kouté, l'ancien président donc, de la Commission nationale des droits de l'homme. Sur les garanties nécessaires pour permettre le retour de l'ancien président de la CNDH, on
toute sécurité au Togo, il y a lieu de souligner qu'au lendemain de son départ du pays, le gouvernement a dépêché plusieurs missions pour tenter de le rassurer. Des mesures ont été prises pour assurer et garantir sa sécurité. Son épouse vit au Togo et vaque librement à son activité professionnelle comme conseillère à la Chambre judiciaire de la Cour suprême. L'ancien président reste donc libre de rentrer à tout moment au Togo. Je dois peut-être terminer en rappelant que le rapport suite auquel l'ancien président a quitté le Togo a été intégralement publié par le gouvernement. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci. Peut-être quelques précisions sur la composition de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est vrai qu'il avait été évoqué 7 fonctionnaires. En réalité, pour faire le décompte, aujourd'hui nous avons 2 qui viennent purement de la société civile. Nous en avons un qui vient des professions libérales, donc qui est avocat. Nous en avons 2 qui sont des retraités, donc qui ont été certes fonctionnaires, un ancien professeur d'université et un ancien fonctionnaire des droits de l'homme qui sont à la retraite et donc qui consacrent leur temps à des consultations aujourd'hui et avant leur entrée à la commission et donc ne dépendent pas de la fonction publique. Et vous avez 2 magistrats qui, eux, effectivement, ont des carrières, mais viennent des professions qui sont basées sur l'indépendance, donc naturellement la question de l'indépendance de la justice. Et nous avions un greffier qui, à son âme, nous l'avons perdu il y a une semaine à peu près, et qui va être remplacé probablement par l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Donc, typiquement, si nous prenons des fonctionnaires, en considérant les 2 magistrats et un médecin, nous avons un médecin qui également a encore sa carrière en cours. Donc, nous serons globalement, en incluant les 2 magistrats et le greffier et le médecin, nous avons 4 qui ont des fonctions qui sont dépendantes de la fonction publique, dont 2 viennent de fonction publique naturellement indépendantes, soumises à un statut spécial. Merci, Monsieur le Président. Pour la suite, je voudrais passer la parole à Monsieur l'Ambassadeur pour quelques commentaires sur le Haut-Commissaire à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Merci, Monsieur le Président. En réponse à toutes les questions relatives au Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCOUM, et aux réparations dont cette institution a la charge en faveur des victimes. Il faut rappeler que le HCOUM a été créé par décret du 24 mai 2014 du président de la République et le décret pris en Conseil des ministres. Cette institution jouit de l'autonomie administrative et de gestion. Il est doté d'un budget autonome affecté à ses dépenses. Il est chargé de la mise en œuvre des recommandations de réparation élaborées par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Comme relevé précédemment dans la déclaration liminaire du chef de délégation, monsieur le ministre, la première phase de cette réparation qui concerne les victimes vulnérables a débuté le 12 décembre 2017 et a pris fin le 17 septembre 2018. Au total, 2510 victimes ont bénéficié des indemnités financières. La seconde phase concernant l'indemnisation des victimes non vulnérables a débuté le 11 février 2019 et se poursuit dans toutes les régions du pays. Pour 2019, l'État a alloué au HCOUM pour les indemnisations un budget de 5 milliards de francs CFA. En plus de leur indemnisation pécuniaire, il faut préciser que toutes les victimes vulnérables bénéficient d'une prise en charge médico-chirurgicale et psychologique. Les victimes non vulnérables sont systématiquement vues par les psychologues qui les réfèrent aux besoins pour une prise en charge spécialisée. Outre les indemnisations, le HCOUM, dans ses actions spécifiques, peut proposer des mesures d'ordre législatif, réglementaire ou institutionnel sur la lutte contre l'impunité, la garantie de non-répétition et la réparation. Pour finir sur le HCOUM, la question avait été posée relativement à la pérennité de l'institution. Il faut distinguer le programme de réparation de l'institution. Ce programme concerne, il faut le rappeler, la période 1958 à 2005,
Il prendra fin lorsque toutes les victimes de la période considérée seront prises en compte. Au-delà de cette période, le processus de réparation ou les processus de réparation doivent se retrouver dans les mécanismes classiques de justice. Je vous remercie. Merci. Madame Messan Perouti pour questions liées à la détention et représailles sur les défenseurs des droits de l'homme. Merci, Monsieur le ministre. La délégation voudrait faire les précisions suivantes relatives aux allégations de détention et représailles sur les défenseurs des droits de l'homme. L'article 30 de la Constitution dispose: l'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violence. Il existe au Togo un environnement favorable à la jouissance de ces libertés publiques. Cet espace de liberté profite également aux associations et organisations de la société civile, en particulier les organisations de défense des droits de l'homme, parmi lesquelles plusieurs collaborent avec le gouvernement dans la recherche de voies et moyens pour poursuivre l'amélioration de la situation des droits de l'homme sur le terrain. Aucun défenseur des droits de l'homme ni représentant de la société civile n'a fait l'objet de représailles, d'intimidation, de harcèlement, de stigmatisation, de criminalisation du fait de son engagement. Cependant, la délégation tient à souligner que, dans une société démocratique, toutes les libertés s'exercent dans le cadre des lois et règlements. Les restrictions sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre public et à la protection des droits et libertés d'autrui, comme l'indiquent les articles 25 et 30 de la loi fondamentale togolaise. Ces dispositions sont soutenues par celles de l'article 9 alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, celles de l'article 29 alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il en est de même de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme en ses articles 17 et 18. Comme tout citoyen, tout défenseur des droits de l'homme qui se rend coupable d'une infraction de droit commun s'expose à la rigueur de la loi. Il en est ainsi des cas de M. Isaac Okou et Kokoko Mensent et M. Asiba Johnson. Les nommés Isaac Okou, Goji et Kokodoko Mensent ont été interpellés non pas pour leur appartenance à l'association Nuboke, mais pour avoir commis une infraction de droit commun, groupement de malfaiteurs, articles 448 et 449 du Code pénal, et incitation à la révolte, article 495 du nouveau Code pénal. Les intéressés ont bénéficié d'une mesure de liberté provisoire. Sur réquisition du procureur de la République, en date du 15 février 2018, M. Asiba Johnson a été interpellé et poursuivi pour diffusion ou publication de fausses nouvelles conformément à l'article 497 du nouveau Code pénal. Il a été jugé et condamné le 12 décembre 2018 à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Il a purgé sa peine et a recouvré sa liberté depuis le 4 avril 2019. Pour aller plus loin, la réflexion est en cours sur l'adoption d'une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Elle est menée de façon inclusive et participative au sein de la plateforme des directeurs de collaboration et de concertation entre le gouvernement, les institutions de la République et les organisations de défense des droits de l'homme, mise en place par le gouvernement en octobre 2018. Une première réunion a été faite le 18 juin dernier et dans cette perspective de co-législation souhaitée par le gouvernement, l'initiative de l'avant-projet de texte a été laissée aux organisations de défense des droits de l'homme qui devraient soumettre les résultats de leurs travaux au gouvernement au plus tard à la fin du mois de juillet 2019. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Madame. Nous allons aborder la question liée à l'action sociale, au traitement des femmes et des enfants. Je voudrais passer la parole à Madame Manson. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du comité, les éléments de réponse vont porter sur les mutilations génitales féminines MGF, les violences à l'égard des enfants,
la traite des personnes, le mauvais traitement des enfants et la situation des réfugiés. Et comme l'a reconnu le comité, le Togo a fait beaucoup d'efforts en matière de lutte contre les MGF. Le taux actuel est de 3,1% chez les femmes de 15 à 49 ans et de 0,3% pour les enfants de 0 à 14 ans. Le taux presque nul chez les jeunes de 0 à 14 ans constitue une preuve de l'abandon progressif de la pratique au Togo. Le grand défi auquel fait face le Togo est le caractère transfrontalier du phénomène. En effet, les parents qui optent encore pour les MGF traversent les frontières ou font venir les exigés sur le sol togolais pour de telles pratiques. Le Togo poursuit les efforts par les sensibilisations de toute la population et par la formation du corps médical, notamment les sages-femmes, les pédiatres, pour une détection précoce sur les nouveaux-nés. S'agissant des violences à l'égard des femmes et les mesures prises pour relever les défis culturels et promouvoir le changement de comportement, nous disons que de 2017 à 2018, environ 3700 femmes victimes de violences ont bénéficié des services d'écoute, d'accompagnement juridique, psychologique et social. Concernant les mesures prises pour le changement de comportement en lien avec les défis culturels, le Togo a initié des actions telles que l'élaboration d'une façon participative par le ministère de l'Action sociale avec l'appui de l'UNFPA des argumentaires culturels traditionnels, musulmans et chrétiens, pour combattre les violences basées sur le genre. Ces argumentaires élaborés sur la base des réalités et des pratiques de chaque culture sont utilisés comme outils de communication lors des séances de sensibilisation, de plaidoyer et de dialogue communautaire institués dans les communautés depuis 2017. Il y a aussi la création des maisons de femmes multifonctionnelles et intégrées et l'expansion progressive des centres d'écoute. Ceci favorise la détection des victimes et réduit les tabous qui entourent les pratiques culturelles. Il y a également la mise en place d'un fonds d'assistance aux réfugiés et filles victimes de violences. Pour faciliter l'accès des personnes vulnérables, y compris les femmes, à la justice, les maisons de justice ont été créées et animées par les anciens magistrats en collaboration avec les chefs communautaires, les tribunaux et les centres d'écoute pour femmes et filles victimes de violences. En matière de condamnation, on a noté de 2016 à juin 2019, 228 personnes ont été condamnées pour violences sexuelles sur femmes et filles. Abordant sur les questions de la traite des personnes. De 2016 à 2018, 611 enfants, dont 420 filles victimes de traite transfrontalières, ont été enregistrées. Les victimes, en majorité identifiées au Bénin, au Nigeria, au Gabon, sont prises en charge par une ligne budgétaire du ministère de l'Action sociale d'une valeur annuelle de 18 millions dédiée à cet effet depuis 2012. Comme autre mesure pour la lutte contre la traite des personnes, il convient de noter le renforcement du cadre juridique national à travers l'adoption et la promulgation en 2015 du nouveau code pénal qui vient renforcer les dispositions du code de l'enfant en criminalisant la traite des personnes avec des situations aggravantes quand elle est commise sur la personne de l'enfant. Les organisations de sensibilisation et la formation de tous les acteurs continuent. En 2018, on a organisé des campagnes de sensibilisation dans les préfectures à prévalence élevée de taux de
traite des personnes. Et ces associations ont touché environ 20 000 personnes. Nous avons en 2018 également signé un accord bilatéral avec le Gabon sur le sujet. Il y a eu également des condamnations en matière de traite et de 2016 à 2018, on a au total 46 condamnations. Et abordant le mauvais traitement des enfants, notamment travail, exploitation économique et pratiques culturelles, il faut dire qu'en 2018, la ligne verte mise en place depuis 2019 pour la protection de l'enfant a été renforcée par de nouveaux services. La possibilité d'envoyer les messages par SMS et la possibilité d'appeler pour se renseigner sur la santé sexuelle et génétique des adolescents. Ces deux nouveaux services ont été initiés par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous et par l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBF, qui envoie le personnel tous les jours au niveau de la ligne verte pour assurer les permanences. Nous avons également mis en œuvre des projets tels que Éduquer autrement pour lutter contre les violences en milieu scolaire et éducation sensible au genre et sans violence pour la promotion des droits et des droits des adolescents à la santé génétique. Dans le domaine spécifique de la traite et du travail des enfants, on note la prise de l'arrêté 1404 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants. Nous avons aussi, avec l'appui du département américain du travail USDOL, mis en œuvre le projet national de lutte contre le travail des enfants à travers l'éducation de 2010 à 2014. Ce projet a touché environ 12 000 enfants en situation d'exploitation économique. Et pour s'assurer de l'application de la législation, il y a des contrôles par les inspecteurs du travail dans les entreprises, les carrières de sable et gravier. Pour ce qui concerne la lutte contre les pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables, le Togo a réalisé une étude en la matière et cette étude a porté notamment sur l'infanticide, le mariage précoce, le placement des enfants dans les couvents et le phénomène des enfants dits sorciers. L'étude est assortie d'une stratégie de communication qui est en cours de mise en œuvre. Nous avons également l'engagement des chefs traditionnels en 2013 par lequel les chefs traditionnels s'engagent à abandonner progressivement certaines pratiques. Et la mise en œuvre de cet engagement, dite déclaration de non-tien, a permis de faire la libération anticipée de 486 enfants placés dans les couvents vaudous sur l'initiative des prêtres vaudous et des parents. Pour terminer, j'aborde la question de la situation des réfugiés au Togo. En 2018, le Togo a accueilli 12 336 réfugiés de 14 nationalités, contre 21 456 en 2015. La régression importante du nombre des réfugiés est le résultat des programmes de retour volontaire mis en place par les pays tels que la Côte d'Ivoire. Parce que la majorité des réfugiés au Togo venaient de la Côte d'Ivoire. Et avec ce projet de retour volontaire, beaucoup sont rentrés. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du comité, voilà les éléments de réponse que nous avons apportés à ces interrogations et aux questionnements qui ont été soumis par les uns et les autres à notre séance du 26. Peut-être juste sur deux petits points concernant la Commission nationale des droits de l'homme, insister sur le fait que son indépendance est assurée. Il n'y a aucune volonté depuis les 32 ans que cette commission existe au Togo. Elle n'a jamais fait l'objet de représailles de la part d'un gouvernement ou de représailles financières ou budgétaires du fait de ses prises de position. Il avait également été évoqué un certain nombre d'éléments de garantie, notamment sur la durée du mandat. Bien évidemment, la pertinence de l'analyse qui a été suggérée, effectivement, amène le gouvernement à
s'interroger effectivement sur une réflexion ne serait pas utile pour revoir la durée du mandat. En tout cas, nous le mettons en réflexion, précisément parce que les éléments qui ont été évoqués nous semblaient suffisamment pertinents quand même pour que nous puissions ouvrir notre propre réflexion sur le sujet. Donc sur cette question, effectivement, la réflexion se poursuivra pour améliorer les conditions de ce mandat-là. Les conditions concernant le président, l'ancien président ou l'un des anciens présidents de la commission qui est actuellement à l'étranger, mon cher ami Kofi Kounté, s'il le souhaite, naturellement son pays l'accueillera volontairement. Moi-même, je vais le chercher s'il le souhaite. Nous avons donné déjà des garanties par le passé au moment des faits. Le président de la République togolaise avait dépêché des missions auprès de lui. Il n'avait pas souhaité rentrer. Sa famille est rentrée, son épouse est rentrée, elle travaillait à Lomé. Et je le répète encore ici, une fois de plus, s'il souhaite rentrer au Togo, je pourrais moi-même me déplacer pour aller le ramener au Togo, de sorte que chacun soit certain que M. Kounté ne risque rien à rentrer dans son pays. Et nous pourrons également revoir les conditions dans lesquelles il pourrait reprendre sa vie normale. Merci, M. le Président. Thank you very much, Minister, and thank you so much for complying with the time. I will now give the floor to the two rapporteurs for follow-up questions.